Bonjour, je suis Suzanne Vico-Faust, sculpteur. Dans ce petit film que vous allez voir, je vous soumettrai ma vision de la sculpture. Nous voici sur la butte de Meudon, ici dans ma nouvelle caravane atelier portable, pour le moment garée à la fonderie Clémenty, en contrebas du musée Rodin. L'association Sculpture et Fonderie d'art de Gilbert Clémenty a ici pour projet de créer un espace vert pour la ville de Meudon, à travers un projet d'aménagement de la colline Rodin. La sculpture a beaucoup de couches de sensibilité. À quoi ça sert l'art déjà? Citez ici le cinéaste Andrei Tarkovsky, qui en 1989, pour son film sur la fonderie Andrei Rublev, écrivait « Je veux maintenir l'exigence de qualité, comme Atlas soutenait la terre sur ses épaules. » Il aurait pu fatiguer de la porter, laisser tomber son fardeau. C'est d'ailleurs ce qui est le plus frappant dans cette légende. Non le fait qu'il ait soutenu la terre pendant un temps très long, mais que malgré, bien que trompé, il ne l'ait pas laissé tomber et ait continué à la porter. Il faut aujourd'hui, plus que jamais, se garder tout ce qui a un lien, si tenu soit-il, avec le spirituel. Comme l'homme renonce vite à l'immortalité, est-il possible que réellement son état normal soit celui des bêtes? Mon histoire commence avec l'héritage de mon arrière-grand-père danois, qui durant l'ère industrielle, avec son usine de tissage et ses 5 navires, commerçait la laine de Jutland avec les pays anglo-saxons voisins. Son fils, mon grand-père paternel Frédéric, fabriqua par la suite dans sa manufacture de chaudronnerie des fours, perceuses et tours, les machines de l'époque. Dans la foulée, mon père, le cadet de 6 frangins, est devenu ingénieur et s'est installé en Californie en 1954. Son usine réalisa ses propres inventions, des machines agroalimentaires pour nourrir des élevages partout dans le monde. Du côté maternel, mon grand-père Georges Brandt, peintre du dimanche et collectionneur, échangeait ses œuvres avec des peintres de l'âge d'or danois. Chaque été, ma famille se rendait chez lui. Il nous offrait, à ma sœur et moi, des tickets Interrail pour voyager dans toute l'Europe, au Middelheim Park, au musée Kröller-Müller et Saint-Sébastien en Espagne. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'œuvre de Chillida, Les peignes du vent, et aussi de González, Sa tête en profondeur, et plein d'autres. C'est lui aussi qui m'a aiguillé vers l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 1979, où j'ai terminé mon cursus sous la tutelle de César Étienne Martin, Claude Viseux et Caroline Lee. C'est à cette époque-là que je vivais sur le bateau hollandais, le Suki, amarré en face des Beaux-Arts, où le propriétaire, un antiquaire d'objets de la marine, me fit découvrir les puces de Saint-Ouen, où ironiquement, plus tard, j'ai fini par m'installer. C'est dans cet univers manuel et artistique que j'ai grandi, entouré de toutes ces mains et matières, des textiles en passant par l'argile, la cire, mais surtout l'acier et le bronze. Mon domicile et atelier depuis mes 16 ans fut l'usine de mon père à Petaluma, en Californie, ma ville natale. Lui commandant de son siège à San Francisco et moi en apprentissage dans l'usine avec ses ouvriers, lesquels m'ont appris les rudiments de la métallurgie, comme la coupe au chalumeau, la soudure et le tournage. Cependant, j'ai voulu garder toute ma liberté et fait mes études d'art à Berkeley comme professeur de céramique et par des maquillages pour le mime. Pendant 4 ans, du mardi au jeudi, j'ai vécu à Berkeley, à côté de mon maître grec Peter Voulkos, dans ses ateliers de sculpture et dans la fonderie auprès des fours. Il m'a appris à tourner des formes coniques, de grande taille, des coupoles et des pots, mais particulièrement la technique japonaise du four anagama, procédé rituel de cuisson à flamme directe qui nécessite 10 jours, 10 stères de bois avec une chaleur atteignant les 1200 degrés au moment où les cendres adhèrent en émaux brillantes à la surface des œuvres.
have to have a dedicated kiln, so. Have we reached 13 yet? Yeah. His dismay as a young man he had lifted a shelf in his room and realized he had to compete with the dead. Proust, Flaubert, Balzac, Stendhal. Yeah, it's going up 1100 now. Et puis, du vendredi au lundi, j'ai retourné à l'usine de l'autre côté de la baie pour enseigner. C'est dans cette région de la côte californienne, avec ses plages, falaises, montagnes, séquoias et eucalyptus, où ont élu domicile beaucoup de sculpteurs, parmi lesquels Christo, le Belge Guy Scowy, le magicien de la géométrie le grec Peter Fracus, et juste à côté de mon atelier de sculpteur, le sculpteur américain Marc de Suvereau. Cet homme est devenu mon mécène. Lors de notre rencontre, il m'a montré le coucher du soleil 2 fois le même soir, les pieds sur terre, puis en haut de l'une de ces énormes grues, le Cherry Picker. C'est donc en 1979, après 4 ans à l'université de Berkeley et ma dernière année aux Beaux-Arts de Paris, que je suis partie à travers les États-Unis pour travailler à l'atelier de Johnson à Princeton. 6 mois plus tard avait lieu le symposium de sculpture de Washington, D.C., auquel j'ai participé. Là, j'ai fait la rencontre de sculpteurs du monde entier, tels que Isamu Noguchi, Beverly Pepper, Jürgen Hauen Sørensen, Herk von Tongeren et Isaac Whitkin. Peu après, je me suis installée à Ludlow Street, sur le Lower East Side à Manhattan, d'où j'ai pu travailler à Long Island City pour le parc Socrates de Marc de Suvereau, 20 ans plus tard devenu parc officiel de la ville de New York. Mon arrivée à New York en 1981 m'avait donné accès aux dernières années de l'expressionnisme abstrait. Et c'était dans les Hamptons, l'été, que j'ai fait la connaissance de de Kooning et de mon amie écrivaine Rose Slivka. J'ai aussi eu la chance d'adhérer au Pollock Krasner House and Study Center. C'est dans ce temps-là que je me suis immergée dans les recherches complexes et intensives autour des formes de l'expressionnisme abstrait, avec une attention particulière aux répétitions du geste et au contraste de texture entre soudure et chalumeau, période de mes œuvres lourdes en acier plein. Mon atelier se déplace alors sur le Second Street, où j'ai vidé une cave de 100 mètres carrés et installé un ascenseur dans le style de ceux de bistrots parisiens, afin de descendre le matériel et de remonter les sculptures. Mais très vite, l'ascenseur s'est révélé être trop étroite pour accueillir mes sculptures, et je me suis donc mise à la recherche d'un atelier de campagne dans le Upstate New York. Finalement, j'ai trouvé le lieu idéal, 3 granges et une maison en ruine et 60 hectares de terrain, dans la commune de Lookout, tout près de la rivière Delaware en Pennsylvanie, à 3 heures de Manhattan. Lookout veut dire regarder au-delà, et c'est ce que justement nous avons fait. Regarder les champs, l'étang, la vallée, les bois, les cerfs, les daims et les ours. En 1993, j'ai créé le Lookout Sculpture Park, une association à but non lucratif. En presque 30 ans, ce parc est encore témoigne d'un trajet de création important. À côté de mon travail personnel, ce lieu s'est épanoui en un centre culturel et une collectivité qui a vu au moins 300 artistes de différentes disciplines, en résidence et en exposition. Ce qui ne m'a pas empêché de toujours faire des allers-retours en Europe, donc une résidence à Bremen, en Allemagne, grâce à l'artiste Erling Schloss en 1991, et un hiver chez ma famille dans le nord de Jutland, au Danemark, en tant qu'enseignante dans une école technique. Vers 1989, après mon exposition à Copenhague, j'ai découvert La Vie des Formes, une association en Bourgogne fondée par mon mécène Marc de Suvereau et son ami Marcel Evard, président du Musée de l'Homme et fondateur du premier écomusée de France au Creusot.
Marcel Ewald avait une vision humaine et attentive à l'épanouissement par la création artistique. Sa femme Michelle Ewald avait le même goût que moi pour les écrits de notre icône du Nord, le philosophe Søren Kierkegaard. C'est par eux que j'ai fait la connaissance de l'artiste Jean Clabout et sa femme, qui plus tard sont venus au Lookout Park et m'ont offert une œuvre, un cadeau précieux. Car j'ai appris par la suite que Jean Clabout, avec Robert Jacobsen, un sculpteur danois qui m'avait grandement inspiré, avaient fait ensemble le Landscape Sculpture dans le sud de Danemark. Durant cette période, j'ai résidé à plusieurs reprises sur la péniche Rêve des Cygnes de l'association La Vie des Formes à Chalon-sur-Saône. Et c'est là que j'ai créé ma propre évolution des formes. Qu'est-ce qui est venu d'abord? La courbe ou la ligne droite? Le cercle ou le carré? La sphère ou le cube? N'y a-t-il pas une fusion des deux, comme la femme et l'homme formant la vie? Je me demande pourquoi Galilée a été mise en prison 11 ans, alimenté par Artemisia Gentileschi, pour avoir démontré que la Terre est sphérique et non pas plate. À partir de mes formes masculines et féminines, comme nous sommes finalement complémentaires, je les ai mélangées afin de créer ma propre évolution des formes. À travers une réflexion et un épanouissement, tout en gardant une vision ouverte qui nous laisse croire en nous-mêmes. Grâce à la sculpture, ces formes deviennent inébranlables. Dans le prolongement de mes œuvres complexes, influencées par les traditions de l'expressionnisme abstrait, j'ai voulu simplifier mes formes, ainsi que ma vie. Comme une tartiflette, on a parlé de la maîtrise de la matière, maintenant on parle d'un propre répertoire de formes dans leur évolution, tout en sachant que chaque sculpture a une histoire personnelle. J'ai aussi observé des tranches de temps dans l'évolution de mon travail. Pour moi, toutes les décades, avec des nouveaux départs. Aux USA, il y avait un esprit de pionnier, où on a eu le loisir de produire des sculptures dans l'espace, sans contrainte, sans nécessité de commande. En Europe, c'était beaucoup plus difficile à cause du manque d'espace, d'ateliers, mais maintenant, c'est partout le cas. Il a fallu faire des choix. En 1998, j'ai pris la décision de m'installer définitivement en Europe et depuis, je n'ai pas cessé de découvrir de nouveaux coins qui m'ont apporté. En arrivant à Paris, j'ai logé à la librairie Shakespeare & Company, en face de Notre-Dame. Un mois plus tard, j'ai retrouvé la péniche Rêve des Cygnes, à Moret, à côté de la place de la Concorde. J'ai été réinvitée à faire une résidence et gérer des salons tous les samedis, en y accueillant des collectionneurs et les amateurs d'art de Marc de Suvereau, qui a eu une rétrospective énorme à travers Paris. Quand la péniche est repartie en Bourgogne 2 mois après, j'ai trouvé un squat à Saint-Ouen, où j'ai commencé l'association Lookout Sculpture Paris. Au premier vernissage, j'ai rencontré un mouleur qui m'a ramené à la fonderie Clémenty à Meudon, où il a travaillé depuis déjà 12 ans. Ayant la langue de feu en commun, nous avons eu un coup de foudre et lors de notre premier voyage aux États-Unis, nous nous sommes mariés. En même temps, grâce à Marcel Ewald, j'ai été invitée par la DRAC à résider en France en tant qu'artiste. J'ai alors acheminé des États-Unis jusqu'à la fonderie Clémenty 5 énormes caisses remplies de mes sculptures en acier de ma période de l'expressionnisme abstrait. Monsieur Clémenty m'a laissé sa bibliothèque qui servait de galerie comme lieu d'exposition durant les portes ouvertes de la ville de Meudon en 1999. Avec mon mari Laurent Faust, nous sommes allés à Artelecu en Espagne, où j'ai fait le nouveau début, Toi et l'œil sur le monde. Après d'avoir rencontré Antonio Presti à la Biennale à Venise, il m'a amené 5 fois en Sicile, où ce mécène m'a donné carte blanche dans son atelier sul mare.
manufacture de la céramique à l'usine Giabino. Là, j'ai vraiment trouvé mes cibles d'art. Les toiles jetées provenant de l'usine de céramique servant à déshumidifier l'argile avec des traces de brûlure tannées sur la toile. Avec Antonio Presti, j'ai connu les sculptures importantes de Consagra, Palladino, Franchina, du groupe Arte de Povera. À Turin, j'ai eu une exposition personnelle dans une galerie de l'association de la région piémontaise, grâce au sculpteur Riccardo Codero, qui m'a trouvé sur le net en 1993 et est venu en résidence au Luckard Sculpture Park en Pennsylvanie. Depuis 15 ans à Saint-Ouen, nous avons fondé l'association qui s'appelle l'UDAP, ou l'usine d'art public, au 29 rue Edouard Vaillant, après que le squat fut rasé. En 2006, j'ai eu une exposition importante au château de Saint-Ouen avec notre fille Katia, la première de mes 2 enfants adoptés en Ukraine, suivie d'Igor en 2007. En 2008, j'ai ramené un container de 25 tonnes des sculptures de la Californie à Saint-Ouen, avec le projet de faire une exposition des sculptures de Luckard Sculpture Park en plein air à travers la ville. À la fonderie Clémenti a commencé la fonte de mes sculptures en bronze, déjà pratiquées auparavant durant mes études à Berkeley sous la tutelle de Woolcus, mais aussi à Londres, à Princeton, Brooklyn, dans la Drôme et en Louisiane, dans le Bayou. Près de la Nouvelle-Orléans, là, mes amis et moi, compagnons fondeurs, avions construit une fonderie avec la procédure de fonte en coquille céramique, et d'où j'ai coulé 13 sculptures, parmi Bayou Blue, Le Torse et Jazz Dance. Nous avons ramené une palette de lingots de bronze de Bronx jusqu'au Bayou, qui fait référence au film de Jim Jarmusch, Down by Law. Par le passé, je me suis plongée dans un travail sur le thème des 4 éléments naturels: la terre, l'eau, l'air et le feu, ainsi que les énergies renouvelables, lesquelles sont le meilleur chemin à suivre pour l'avenir de nos enfants. Et après l'arrivée de Katia et Igor, je suis devenue finalement mère, autant que sculpteur. La joie de transmettre ma vision aux enfants, c'est un privilège et une ouverture d'apprendre de nouveau la vérité et se rééduquer en défendant des yeux jeunes, vifs, intelligents, complètement ouverts. Dès l'arrivée des enfants, nous n'avons pas cessé de voyager à travers 17 pays, qui m'a mené à 2 nouvelles séries. D'abord, mes drapeaux nomades sans frontières, des photos prises dans chaque pays sur des couvertures de secours, comme des panoramas de chacun des pays visités. Ma deuxième série est celle des boucliers de la Terre. Fait à partir de la récolte de matières issues de la Terre, le corail, les éponges des Caraïbes et du Mexique, la larve de l'Etna, du Stromboli, de Vésuve et du Lipari, ainsi que les sables du Danemark et toute la Méditerranée. Nous venons tous de la terre et y retournerons aussi. Tout, comme les étapes de la fonderie, vient de la terre, jusqu'à l'élaboration de la sculpture en plein air. Un ami sculpteur, Richard Nones, de New York, a écrit dans son texte « The Job of Sculpture »« Get out, stay away, come back ». Le pouvoir particulier de la sculpture, c'est la présence de l'absence réellement présente. C'est le vide intangible, finalement touché. C'est l'inconcevable absence de culture en quelque sorte rendue claire, faite lieu, rendue concevable afin d'être faite humain, afin d'être faite art. La sculpture est ma réaction désespérée à la froide indifférence du monde à mon égard et au désir brûlant
que j'en ai. La sculpture, c'est cela, et aussi la marque de cela, sa blessure, sa trace et sa cicatrice. La sculpture est la trace matérielle la plus succincte que l'essence de lieu et l'absence peut laisser. C'est sa force et sa puissance. La sculpture, c'est la présence solidifiée de l'absence, ici et maintenant. La sculpture, c'est le dur cœur de l'art.